Alors, sur la question, comme en sus des écritures communiquées tout à l'heure par la défense, elle était déjà en train de développer verbalement, oralement, ses moyens. Le tribunal ne rejette pas la demande de renvoi pour permettre aux autres parties de répliquer de façon écrite, donc conclure elles aussi à leur tour, mais le tribunal laisse le temps quand même à la défense de développer oralement ses moyens de défense. Oui, vous pouvez continuer. Merci, Monsieur le Président, pour votre sage décision. Je disais que je vais répondre aux arguments légers que nous avons entendus de la part du ministère public. Je réponds argument par argument. Sur le premier argument du ministère public, tiré de la saisine régulière du doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Dixine. Le ministère public a déclaré que le juge d'instruction a été régulièrement saisi. Nous avons entendu cela dans ce prétoire. Mais Monsieur le Président, honorable assesseur, nous l'avons dit et nous le réitérons, cet argument est inopérant. La défense ne conteste pas l'existence matérielle d'un réquisitoire introductif. C'est vrai. Ils ont introduit un réquisitoire introductif par lequel ils ont directement saisi un juge d'instruction sans ordonnance de désignation de ce magistrat. La défense démontre juste que la qualité du magistrat instructeur faisait défaut. Ce qui est autrement plus grave. Et Monsieur le Président, vous allez convenir avec la défense au regard de la lecture de l'arrêt du 15 mars 2023 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction. Il est expressément consacré ceci: l'absence de désignation régulière du doyen des juges d'instruction par le président du tribunal, donc défaut de qualité constitutif d'une nullité d'ordre public. Monsieur le Président, honorables assesseurs, un parquet ne peut régulièrement saisir un magistrat qui n'a pas d'existence juridique dans sa fonction. La fonction d'instruction est la conséquence d'une ordonnance de désignation. Le magistrat a instruit sans être désigné. Et c'est ce que la Chambre a sanctionné, Monsieur le Président. Sans juge légalement désigné, la saisine est radicalement inefficace. C'est ce que la Cour d'appel et la Cour suprême ont sanctionné à travers les arrêts versés au dossier de la procédure. Le deuxième argument du ministère public, tiré de l'affirmation selon laquelle l'ordonnance de renvoi purge les nullités. L'ordonnance de renvoi purge les nullités. Ce n'est plus un principe en vigueur depuis le code pénal, depuis le code de procédure pénale d'octobre 2016.
Cette formule est désuète. Ce principe est révolu. Pour preuve, Monsieur le Président, quelques confrères de la partie civile et le ministère public qui a avancé cet argument n'a fondé cette allégation sur aucune base légale. Parce qu'elle ne peut pas. C'est comme si on continuait encore à dire dans ce prétoire que le pénal tient le civil en l'état. Avant 2016, c'était possible. Mais depuis l'adoption du Code de procédure pénale de 2016, ce principe a révolu. Le ministère public ne rime pas avec l'évolution du droit. Monsieur le Président, cet argument est contraire au Code de procédure pénale. Nous l'avons rappelé lors de notre intervention et les confrères l'ont appuyé. Le ministère public lui-même a visé les dispositions de l'article 396 du Code de procédure pénale qui prévoit expressement, c'est écrit noir sur blanc, que la nullité de l'ordonnance de renvoi peut être soulevée devant la juridiction de jugement lorsque la dite ordonnance n'a pas été rendue conformément à la loi. Et on vient de vous dire, l'ordonnance de renvoi purge toutes les nullités. En méconnaissance et à raison de cette disposition. Si l'ordonnance de renvoi purgeait les nullités, est-ce qu'on allait vous donner la possibilité, le pouvoir de vous prononcer sur sa régularité? Qu'on arrête de se moquer du tribunal. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la nullité invoquée ici ne concerne pas un vice ordinaire, mais l'anéantissement total de la procédure d'information qu'il a été déjà. Ici donc, nous ne venons pas demander à nouveau une nouvelle annulation, non. La procédure est déjà annulée, elle n'existe plus. Nous sommes juste là pour demander l'annulation de l'ordonnance qui vous saisit. Et je ne sais pas qui dans cette salle peut me contester ou dire le contraire du fait que vous êtes saisi suivant cette ordonnance de renvoi. C'est cette ordonnance qui vous saisit, Monsieur le Président. Sans cette ordonnance, cette audience ne devrait pas se tenir. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Monsieur le Président, avant l'ouverture des débats, vous avez donné la parole au chef du greffe d'en faire lecture. Si ce n'est pas l'ordonnance là qui nous avait amenés ici, est-ce qu'on serait là, Monsieur le Président? On ne parle pas de la procédure antérieure, elle est morte. Mais nous parlons de l'ordonnance qui vous saisit. Monsieur le Président, vous allez convenir avec la défense que cette procédure est anéantie. Et cette situation est consacrée et de manière définitive par un arrêt de la Cour suprême qui est déjà produit au débat. Monsieur le Président, contrairement au cas l'ordonnance de renvoi ne purge jamais l'inexistence juridique de la procédure qui la fonde. Une ordonnance de renvoi ne purge jamais l'inexistence juridique de la procédure qui la fonde. On ne peut pas purger ce qui n'existe plus, Monsieur le Président. On ne régularise pas ce qui est déjà détruit juridiquement. Dans le cas d'espèce, la procédure étant annulée, l'annulation confirmée par la Cour suprême, la remise en liberté des accusés ordonnée, c'est gâté.
complètement gâté. On ne peut plus se fonder sur ces pièces, sur les actes de ce dossier pour entreprendre une ordonnance. Je vous avais rappelé ici, et je ne compte pas revenir sur ça, les conséquences de l'annulation d'une procédure. Lorsqu'une procédure est annulée, ça veut simplement dire qu'on ne peut plus se servir des éléments de cette procédure pour entreprendre quoi que ce soit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je reviens sur la troisième affirmation du ministère public qui parle d'une prétendue mise à disposition du dossier au parti. J'ai entendu le ministère public affirmer je ne sais pas si vous avez au dossier de la procédure un avis de mise à disposition émargé par un avocat de la défense. C'est vrai que j'ai commencé ce dossier à l'enquête de police sans le poursuivre jusqu'à l'instruction, mais j'ai consulté mes confrères quand je suis arrivé. Aucun d'entre eux ne m'a confirmé avoir reçu un avis de mise à disposition. Je ne sais pas si le ministère public peut avoir la magie de nous apporter la preuve d'une décharge, d'un avis de mise à disposition. Nous serions preneurs de l'exploitation de cette preuve, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'article 282 du Code de procédure pénale impose une obligation positive au juge d'instruction de communiquer le dossier, de respecter les délais et de garantir l'instruction contradictoire. Il ne revient pas à la défense d'apporter la preuve de la violation, du respect, n'est-ce pas, de cette disposition. C'est au ministère public, à la partie civile de nous apporter la preuve que cette formalité ou ces formalités ont été observées. Ce que nous disons n'est pas une invention, ça découle de l'exploitation des éléments du dossier. Monsieur le Président, dans le cas d'espèce, la charge de la preuve ne pèse pas sur la défense, mais sur l'autorité qui se prévaut de la régularité de cette procédure. Or, aucun procès verbal de communication régulière de ce dossier n'est au dossier de la procédure. Aucun acte certifiant le respect des délais n'est fourni au dossier de la procédure. Aucune traçabilité légale de cette affirmation ne figure au dossier de la procédure. Dans cette situation, le doute profite nécessairement à la liberté et aux droits de la défense. Sur le quatrième argument du ministère public, tiré du fait que des confrères de la défense auraient déposé des conclusions aux fins de non-lieu. Monsieur le Président, cet argument est juridiquement sans portée. Le dépôt de conclusion, s'il y en a eu, ne vaut pas renonciation aux nullités d'ordre public, ni validation d'une procédure inexistante. Les nullités fondées sur l'incompétence, le défaut de qualité et l'inexistence de la saisine sont insusceptibles de purge, Monsieur le Président. La défense peut contester à la fois le fond et la légalité du support procédural. Et c'est ce qu'elle est en train de faire avec élégance. Le dernier point, Monsieur le Président, soumis, développé ici par le ministère public, tiré du fait que l'ordonnance de renvoi n'a pas été attaquée. Monsieur le Président,
c'est précisément là et là que la loi impose qu'elle soit contestée. Et je vais vous faire la démonstration tout à l'heure. Monsieur le Président, la première chambre de contrôle de l'instruction a jugé dans son arrêt du 7 mars 2024 ceci, et j'ai pris soin de mettre ça entre guillemets. L'arrêt figure au dossier de la procédure. La première chambre a dit ceci: il appartient à la juridiction de jugement déjà saisie de déclarer si l'ordonnance encourt la nullité. Ça, c'est un arrêt de la Cour d'appel qui dit ça. Qu'il revient à vous d'apprécier de la régularité ou non de cette ordonnance. J'ai entendu ici un confrère d'en face dire qu'il faut déclarer cette requête irrecevable. Monsieur le Président, vous allez être d'accord avec la défense que le tribunal criminel est donc expressément investi de cette mission, celle d'apprécier de l'incident, de l'exception que nous sommes en train de soumettre à votre appréciation. Ne pas statuer sur cet incident, sur cette exception, serait une défaillance juridictionnelle. Monsieur le Président, j'ai entendu le ministère public dire ici qu'on ne doit pas accueillir nos moyens parce que les faits poursuivis sont graves. Ces faits sont constitutifs de crimes contre l'humanité. Et que le tribunal de ce siège a déjà rendu une décision en la matière. Comme pour dire que ça sera la continuité. Il est conforté dans ses affirmations. Il en est suffisamment convaincu, Monsieur le Président. Monsieur le Président, face à une affirmation aussi grave, attentatoire au droit et au respect des règles de procédure, nous tenons à vous dire que c'est ici, dans cette affaire, que le droit doit rappeler sa frontière. La gravité des faits n'autorise pas la violation de la loi. La gravité des faits ne suspend pas l'autorité de la chose jugée. La gravité des faits ne justifie pas la désobéissance judiciaire. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, le ministère public est en train de vous dire, il est en train d'enseigner à des étudiants qui certainement dans cette salle, il est en train d'enseigner au peuple de Guinée que quand les faits sont graves, on ne doit pas respecter les règles de procédure. Quand les faits poursuivis sont graves, on s'en fout du code de procédure pénale. Quand les faits poursuivis sont graves, on s'en fout des droits des personnes poursuivies. Quand les faits poursuivis sont graves, on s'en fout si une décision rendue ne nous convient pas. On est en mesure de se rebeller contre une décision de justice. Dans ce dossier, le parquet général s'est rebellé contre un arrêt de la Cour suprême. Et une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce dossier, Monsieur le Président, le magistrat instructeur a agi en violation frontale des décisions de justice. Une procédure disciplinaire également est en marche. Monsieur le Président, je n'ai pas à enseigner au ministère public, ni à la partie civile, que les arrêts de la Cour d'appel et de la Cour suprême s'imposent à tous, à vous, à lui, au parquet,
aux partis civils, à toutes les parties ici, aux autorités civiles et militaires. Le parquet n'a pas le monopole de la maîtrise du droit. Nous tous, nous sommes partis au procès. Lorsque la justice tranche, on a l'obligation de s'aligner. On ne peut pas chercher à tout prix à avoir raison, à obtenir coûte que coûte, vaille que vaille la tête des honnêtes citoyens, parce qu'on a juré de les obtenir, Monsieur le Président. Comment pouvez-vous refuser de tirer les conséquences d'une procédure annulée? Comment pouvez-vous refuser de libérer des citoyens pour lesquels il y a des arrêts insusceptibles de recours qui ordonnent leur remise en liberté? Comment pouvez-vous agir de la sorte, rentrer à la maison et dormir tranquillement? Comment pouvez-vous priver des pères de famille de leurs enfants, de leurs épouses, et rentrer à la maison, regarder en face son épouse et ses enfants et dormir tranquillement? Nous avons tous, chacun en ce qui le concerne, porté cette robe après avoir prêté serment. Chacun en ce qui le concerne est tenu par une déontologie. Nous avons des obligations. À un moment donné, on doit sortir de ce confort, ôter cette robe et penser à la souffrance de ceux qu'on juge, de ceux qu'on poursuit, de ceux contre qui on plaide, Monsieur le Président. Je ne crois pas qu'un seul instant, ceux qui militent pour la détention arbitraire de ces citoyens, je ne crois pas que ceux-ci ont une seconde, un jour pensé se mettre à leur place pour au moins regarder la vérité en face. Monsieur le Président, la justice pénale ne se rend pas par empathie institutionnelle. La justice pénale ne se rend pas par émotion, par sentiment. On nous enseigne en première fac de droit que le juriste n'a pas d'état d'âme. Notre seul guide, c'est le droit. Mais lorsque vous vous laissez guider par l'émotion que le droit, voilà ce à quoi ça peut nous amener, Monsieur le Président. Le procureur vous a dit que j'ai donné raison au procureur général qui a refusé d'exécuter l'arrêt. Il a dit ici que même à la place de Monsieur le procureur, je n'aurais pas libéré. Il est en train de dire également que même si vous rendez une décision qui ne va pas dans le sens de leur réquisitoire, ils vont également refuser d'exécuter. Mais là, on verra. On verra, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je disais tout à l'heure que la justice pénale ne se rend pas dans l'émotion ou dans l'empathie institutionnelle, mais par soumission à la loi et aux décisions définitives. Ce n'est pas parce qu'une décision de justice ne vous convient pas que vous allez refuser de l'exécuter, alors qu'elle est insusceptible de recours. Ce n'est pas parce que le droit est en faveur de ces accusés que vous allez refuser de vous plier parce que vous êtes tracé un objectif. L'objectif qui doit préoccuper tout le monde ici, c'est que la décision qui sera prononcée par votre tribunal découle de la bonne et saine application de la loi. Monsieur le Président, vous avez une grande responsabilité face à l'histoire. Permettez que la défense conclue par un rappel qui ne dépasse pas le sort immédiat de ce dossier, sans jamais s'en abstraire. Vous n'êtes pas aujourd'hui appelé à juger des hommes au regard de la mémoire collective, ni à réparer l'histoire, ni à satisfaire une attente sociale.
aussi légitime soit-elle. Vous êtes appelé à juger une procédure. Et rien qu'une procédure au regard de la loi. L'histoire enseigne une constance immuable. Ce ne sont pas les juridictions qui ont cédé à la pression des circonstances qui sont honorées par le temps, mais celles qui ont su, dans les moments les plus sensibles, maintenir la verticalité du droit. Les juges passent, les émotions passent, les contextes politiques, sociaux, nationaux passent. Les décisions de justice, elles, demeurent. C'est votre décision dans cette affaire qui entrera dans les archives, qui sera lue, commentée, enseignée, non pas pour savoir ce que vous avez jugé, mais comment vous l'avez jugé. Aucun magistrat ne répond devant l'histoire d'avoir appliqué la loi avec rigueur. Vous avez un lourd héritage à construire au terme de ce débat. Beaucoup, en revanche, ont été jugés sévèrement pour avoir cru bien faire en s'en écartant. Votre serment, Monsieur le Président, honorable assesseur, n'est pas un serment de circonstance. C'est un engagement d'indépendance, de retenue et de fidélité au droit, sans état d'âme, sans crainte, sans complaisance, sans calcul. Rendre une décision conforme à la loi n'est jamais une faiblesse. C'est au contraire l'acte le plus exigeant, le courage le plus exigeant, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le droit vous offre une voie claire, balisée, incontestable. Elle ne demande ni audace excessive, ni prudence excessive, mais simplement la loyauté envers la règle de droit. Si la procédure est nulle, vous devez le dire. Si la saisine est inexistante, vous devez la constater, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Si la détention est sans base légale, vous devez y mettre fin, Monsieur le Président. Vous êtes le rempart contre l'arbitraire. Ce faisant, vous ne rendez pas service à des accusés. Vous rendez service à la justice elle-même. Car la justice n'est forte que lorsqu'elle accepte de se limiter à la loi. C'est à ce rendez-vous avec l'histoire que le tribunal composé des hauts magistrats que vous êtes est appelé à se prononcer aujourd'hui. C'est à ce rendez-vous, Monsieur le Président, que vous êtes conviés. La défense vous fait confiance. J'ai dit.